On a surtout, bien évidemment, envie de remercier Cantel Médical pour cette opportunité, pour ce symposium qui permet de faire le point sur l'échographie. Et donc, on a la grande chance d'avoir des orateurs qui maîtrisent bien l'échographie, mais l'échographie, c'est quelque chose qui se transmet petit à petit par compagnonnage, par apprentissage. Donc, aucune question est trop naïve. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, on va dérouler ce programme avec... d'abord, je vais vous faire un petit topo sur les astuces pour arriver à faire une bonne image d'échographie. Ensuite, on va parler de la technologie des sondes annulaires avec Mathès Réau, notamment dans les pathologies vitréennes et dans les pathologies rétiniennes avec Pierre Pégourier. Je vous présenterai l'avantage de la biométrie en mode B, qui est, Cantel Médical a le seul appareil d'échographie qui permette de faire ça de façon très précise. Et vous verrez les indications. Et ensuite, on verra un sujet sur une nouvelle ouverture sur le segment antérieur par l'analyse d'un UBM par Paulina Astroz, qui est en train de nous rejoindre à Explore Vision et qui s'est mis à l'échographie de façon très très brillante. Voilà, donc on doit vraiment à nouveau un grand merci à Cantel Médical parce que l'échographie c'est quand même un petit domaine mais qui grossit petit à petit parce que évidemment la qualité des appareils est de plus en plus performante et on a des réponses qu'on n'arrive pas à obtenir avec les autres types d'imagerie. Vous avez compris l'intérêt de l'imagerie dans tous les domaines de l'ophtalmologie. L'OCT a appris à nos patients qu'ils pouvaient regarder leur DMLA évoluer en fonction des injections. Eh bien, avec l'échographie, c'est pareil. On peut donner des images concrètes aux patients pour notamment, par exemple, les angles étroits ou les pathologies du fond d'œil. Quelques annonces. Comme vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à l'échographie. Et donc, vous pouvez retrouver cet après-midi en salle 243 à partir de 15h le stéréo. Le stéréo, c'est le club de travail, d'études et de recherche en échographie oculaire. Et donc, on a créé ça il y a assez longtemps. C'est un petit club où on fait une réunion au moment de la SFO, en général le dimanche après-midi comme aujourd'hui. Et là, le thème d'aujourd'hui, c'est les tumeurs avec donc un panel d'orateurs que vous avez sur les programmes de la SFO. Donc, n'hésitez pas à venir assister à cette session. On organise dans nos locaux à Rueil un cours sur UBM, glaucome et laser et glaucome avec Yves Lachkar. C'est le 11 juin. Et donc là, il y a des travaux pratiques, comme chaque fois qu'on organise un événement, avec toujours la partie théorique et la partie travaux pratiques. Et puis, grand événement, en septembre, on va avoir la possibilité d'organiser notre congrès d'imagerie, donc large champ, où on parle de champ visuel, d'OCT, d'angiographiie, d'électrophysiologie. Donc là, c'est tous les sujets de l'imagerie. C'est le vendredi toute la journée. Et suivi le samedi-dimanche dans la même salle de congrès, par le CIDUO. Le CIDUO, c'est le congrès mondial d'échographie oculaire, qui a lieu tous les 2 ans en principe, sauf Covid, puisqu'on devait organiser il y a 2 ans, et donc là, ça a été reporté. Mais ça a lieu tous les 2 ans dans des continents différents. Le dernier était au Chili, et donc là, on a la chance de pouvoir l'organiser. Donc, comme vous êtes déjà branché échographie, eh bien, venez, même si vous voulez présenter des sujets d'OCT ou de radiologie, en fait, maintenant, le CIDUO nous permet d'avoir la base sur l'échographie, mais aussi de comparer les techniques échographie OCT, échographie radiologie, échographie rétinophoto. Enfin, le programme est ouvert. Voilà, donc ça, c'était pour cette introduction. Et puis, on va passer dès à présent à la communication que je vous propose, mais de façon assez rapide, mais pour juste vous montrer comment on peut, avec le même appareil, le même opérateur, arriver à faire des images moyennes ou des images de très bonne qualité. Et ça dépend d'un petit peu de technique de l'échographie. Et ces techniques d'échographie, il faut les connaître. Alors, on ne va pas vous faire un exposé rébarbatif, mais quelques éléments sont à prendre en compte, avec notamment la technique de l'échographie. Ce qu'il faut comprendre dans l'échographie, c'est que la sonde ultrasonore émet un signal ultrasonore, puis elle s'arrête d'émettre, et ensuite elle écoute le retour, elle écoute les échos. Et sans arrêt, avec une fréquence plus ou moins élevée, elle envoie ce signal pour ensuite écouter. Si vous envoyez ce signal sur une structure qui est perpendiculaire à la sonde, le retour ici se fait avec une grande partie du signal qui va être recapté par la sonde. Par contre,
Si vous avez une sonde qui devient oblique, il y a une grande partie du signal qui ne va pas revenir vers la sonde, et plus c'est oblique, et moins ce signal est bon. Et ça, vous le retrouvez sur l'échographie en mode A, c'est-à-dire que quand c'est bien perpendiculaire, on a un signal de retour qui est très élevé, c'est un pic très haut, et puis petit à petit, le pic se réduit lorsqu'on n'a pas de retour du signal. Donc, conséquence de ça, il faut toujours se débrouiller en échographie pour mettre la sonde perpendiculairement à la zone d'intérêt que l'on veut observer. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, aller voir la périphérie en nasal, vous vous mettrez en temporal pour aller viser la rétine périphérique et être bien perpendiculaire. Si vous vous mettez en nasal pour voir la rétine nasale, vous allez arriver à un oblique sur la rétine et donc vous aurez des images de mauvaise qualité. Donc point numéro 1, c'est un élément technique, mais qui a des conséquences sur la qualité de l'image. Ensuite, la qualité de l'image dépend aussi de la qualité de la sonde. On avait coutume à utiliser des sondes de 10 MHz en ophtalmologie. On était déjà très bien servi parce que les radiologues utilisent des sondes de 5 à 7 MHz. Mais comme l'œil est assez superficiel, les sondes de 10 MHz nous ont permis d'avoir les qualités d'image que l'on connaît et qu'on utilise toujours sur la rétine aussi. Par contre, le fait d'augmenter la fréquence, ça permet d'augmenter la résolution que vous voyez dans le plan axial. C'est-à-dire que là, si vous regardez le cliché, si par exemple vous avez deux points comme par exemple face avant de la cornée, face arrière de la cornée, sur une sonde de faible fréquence, vous n'allez voir qu'un seul pic. Alors que si on augmente la résolution de l'appareil, si on augmente la fréquence de l'appareil va émettre, puis il arrête, il va dire tiens là j'ai vu un petit quelque chose, puis après je peux renvoyer un signal et je vais réécouter. Et c'est comme ça qu'en augmentant la fréquence, on augmente la résolution donc de façon axiale. Autre élément très important quand on fait de l'échographie, c'est la notion de focalisation. Si on a une sonde qui n'est pas focalisée, vous allez avoir un train d'ondes ultrasonores qui va aller buter sur ces points-là et ça va vous donner un trait parce que l'appareil ne reconnaît pas, n'est pas capable de reconnaître comme étant différents ces trois points qui sont sur un plan perpendiculaire à la propagation des ultrasons. Par contre, l'avantage de tous les appareils d'échographie jusqu'à présent, c'était d'avoir des sondes incurvées de façon à imposer au faisceau ultrasonore une convergence sur un certain endroit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la distance focale. Et donc, on a, à la distance de la sonde, la possibilité de voir comme étant séparés les trois points qui sont là, simplement par balayage de la sonde. Quand vous entendez le bruit d'une sonde, c'est qu'il y a dedans, il y a quelque chose qui fait tchouk, 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 tchouk. C'est que le transducteur balaye sur un certain plan. Et ce balayage nous permet de passer, vous voyez, cette zone focale sur un point, puis après, il va nous dire, tiens, là, il n'y a rien, puis après, hop, il y a un autre point. Vous voyez, c'est comme ça que la focalisation se fait. Et donc, la conséquence directe par rapport à la qualité d'une image, c'est de dire il faut que l'objet d'intérêt, la zone d'intérêt pour l'échographie se retrouve dans la zone de meilleure résolution de l'appareil, c'est-à-dire au niveau de la zone focale. En général, les sondes de longue focale, elles sont focalisées à peu près à 23 à 24 mm, parce que ça nous permet de traverser le globe. Si je reprends l'image de la rétine en nasal, je vous ai dit, on avait intérêt à mettre la sonde en perpendiculaire, donc en temporale. Eh bien, l'autre avantage, c'est qu'en faisant ça, le faisceau ultrasonore va traverser le globe à 23-24 mm. On est à la fois perpendiculaire à la paroi, mais aussi on se retrouve sur la zone de meilleure résolution du système. Donc voilà, deux éléments. En sachant que maintenant, les choses évoluent, et notamment grâce à Cantel Medical, puisque Cantel Medical propose une sonde annulaire, dont on vous présentera les avantages, qui permet d'avoir sur la même sonde plusieurs zones focales et donc élargir la zone focale, ce qui nous permet de voir aussi bien le vitré que la paroi et la choroïde. Donc, la fréquence est liée à la résolution. Donc, on avait les sondes classiques de 10 MHz qu'on continue à utiliser pour la rétine, mais vous avez vu qu'avec Cantel Medical, on monte aussi à 15. La 20 MHz à focale longue, ça permet d'augmenter la résolution lorsqu'on a un petit détail. En général, on fait un premier passage échographique avec une sonde de 10. On voit quels sont les détails ou les imperfections de la paroi. Et si c'est une anomalie de la paroi, on peut aller se focaliser avec une sonde de plus haute fréquence, donc à 20 MHz, pour aller voir par exemple un tout petit névus et pouvoir le mesurer. La focalisation, donc c'est là où je vous ai dit, c'est la zone de meilleure résolution. Donc quand on est en segment antérieur UBM, la focalisation est à 10-12 mm. Et donc là, on va avoir une zone de meilleure focalisation sur l'iris et le cristallin. Et sinon, on est en focalisation longue à 23 mm si on arrive à utiliser des sondes de focale longue pour le segment postérieur.
Autre point, le passage sur la conduite d'un examen. On peut faire des coupes verticales ou horizontales qui passent par l'apex de la cornée et le cristallin. Mais cet élément, c'est pour vous montrer qu'une sonde, je vous ai dit, à l'intérieur de la sonde, il y a un transducteur qui balaie. Eh bien, le transducteur balaie dans le plan repéré par ce qu'on voit ici, c'est le petit repère blanc. Et donc, le repère blanc, il vous donne deux indications. Il vous dit, dans ma sonde qui est circulaire, on a un balayage qui se fait sur ce plan-là. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que pour imaginer la reconstruction d'une image, il faut se dire que la sonde échographique, c'est comme un scalpel qui va aller découper le globe oculaire. Et bien, quand vous avez la sonde positionnée avec le repère vers le haut, ça veut dire que vous allez avoir un scalpel qui va partir de midi, qui va descendre vers le pôle postérieur et qui va ensuite être à 6 heures. Et il y a une convention chez tous les fabricants d'appareils, c'est que l'image se construit depuis le haut de l'image en même temps que le repère. C'est-à-dire que vous avez toujours cette construction qui va du repère blanc vers... donc le repère blanc dans cette position-là midi et on descend vers 6 heures. Si on tourne la sonde à 90 degrés, on peut faire ce qu'on appelle une coupe horizontale axiale, et j'en parlerai un peu plus longuement pour la biométrie en mode B. Ça nous permet de passer par la cornée, le cristallin, le nerf optique, qui nous permet de repérer la macula et pouvoir prendre une mesure de longueur axiale. Ensuite, on parle d'incidence, c'est-à-dire la façon dont on va aller explorer une partie de l'œil. Et vous le voyez, dans ce cas-là, l'objectif là, c'est d'aller observer la rétine supérieure. Alors, pour aller observer la rétine supérieure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être perpendiculaire à la rétine supérieure. Donc là, on se met à l'opposé, parce qu'en plus, à l'opposé, on sera dans la bonne zone focale pour la rétine supérieure. Mais surtout, on demande aussi aux patients de regarder un peu plus vers le haut pour être encore plus perpendiculaire. Et donc, c'est comme ça qu'on va aller ratisser. Pour ça, je vous ai mis l'image du râteau. C'est qu'on va, en faisant un petit mouvement où là, la sonde a un point d'appui fixe, et c'est simplement l'inclinaison vers le haut ou vers le bas du support de la sonde qui va nous faire ratisser plus ou moins en périphérie. Et c'est ce que vous voyez là. On peut aller, vous voyez, du pôle postérieur, un peu plus en moyenne périphérie, un peu plus en extrême périphérie, lorsque la sonde est vraiment collée à la joue. Voilà comment on arrive, grâce à la technique, à améliorer la qualité des images que vous pouvez avoir avec les appareils. Ensuite, il y a des coupes qui se font selon des méridiens, donc on appelle ça des coupes longitudinales. Et moi, je préfère méridien, mais c'est des coupes qui prennent, vous voyez, comme là, une coupe qui nous permet d'aller visualiser. Donc, en mettant le repère qui vise l'apex de la cornée, on va visualiser, comme sur cette image, l'insertion du droit médian et son trajet. Et là, ça vous permet de repérer qu'on est sur ce globe-là, sur le méridien de 3 heures. Et donc ça, c'est une coupe méridienne. Quand vous voulez aller voir un méridien différent, par exemple, vous voulez aller voir le méridien qui est ici, eh bien, vous allez mettre la sonde en bas, à l'opposé, pour aller viser ce méridien. Et ensuite, pour finir cet exposé, juste un seul réglage à connaître dans l'échographie, c'est la variation du gain. Le gain, c'est l'amplification du signal de retour. Le signal d'envoi d'émission de l'appareil, il est calibré parce qu'on peut brûler les tissus avec des fréquences, avec des puissances trop élevées. Et donc, il y a des normes internationales qui font que les fabricants ne peuvent pas dépasser une certaine puissance d'émission. Par contre, tout le signal qui revient peut être amplifié plus ou moins. Et donc, c'est ça la variation du gain. C'est que lorsque vous avez sur une même coupe, vous voyez, droite et gauche, c'est le même endroit, la sonde n'a pas bougé. Simplement, ici, on a une sonde, une image avec un gain très élevé. Et donc, vous vous dites, tiens, il y a quelque chose qui est par là. Il y a forcément un remaniement du vitré, la paroi est épaissie, et là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Eh bien, quand vous voyez ça à gain très élevé, vous avez ici les détails, par exemple, du vitré. Là, les petits points qui sont là, c'est certainement un petit peu d'hémorragie dans le vitré. Si vous regardez la même image avec un gain plus réduit, le vitré a disparu. Il n'y a plus d'hémorragie du vitré. Donc là, il faut toujours analyser ce genre de situation, d'abord à gain élevé, pour voir toutes les relations vitréo-rétiniennes, puis ensuite réduire le gain pour mieux voir la paroi. Et quand vous réduisez le gain, regardez comme on voit bien la paroi. Vous voyez l'épaississement de la paroi qui était deviné déjà sur l'autre cliché, mais surtout, vous voyez apparaître ce petit point blanc qui est là. Ça, c'est un corps étranger enchâssé sous la rétine. Et donc, ça vous permet d'identifier la position de ce corps étranger. Mais si c'est des tumeurs, c'est pareil. Si vous avez une tumeur, un petit névus, un mélanome, il faut réduire le gain pour pouvoir être ce qu'on appelle un gain tissulaire et ne pas saturer l'image.
Et donc juste ce petit réglage, ça vous permet de faire la différence entre une image qui bave où on ne distingue pas les détails, et puis une image de meilleure qualité qui peut être interprétable, notamment pour les mesures, quand on veut mesurer un mélanome ou une lésion. Voilà, globalement, sans vous assommer de détails techniques, parce qu'on pourrait passer des heures à parler de technologie de l'échographie, mais ça, ce sont des éléments techniques qui ont une conséquence directe sur la qualité des images que vous allez produire. Donc après, là, on n'a pas de travaux pratiques, mais toutes les sessions où on fait des travaux pratiques, vraiment, vous êtes les bienvenus pour essayer encore d'affiner cette approche-là. Merci beaucoup. Un rappel, vous avez les programmes là. Et donc maintenant, on va passer la parole à l'orateur suivant. Je n'ai plus le programme sous les yeux. Je ne sais plus qui est là. C'est Mathé. Mathé avec donc l'intérêt de la technologie annulaire en mode B pour le vitré et la rétine dans les pathologies vitréo-rétiniennes. Alors Mathé qu'on présente toujours, mais vous le connaissez presque tous certainement. Mathé, brillant échographiste qui nous a rejoint depuis des années. Brillant échographiste, brillant rétinologue, bon voilà, et j'espère qu'il va nous faire un exposé brillant, sinon je t'ai cassé la baraque. N'hésitez pas à nous poser des questions. Hein. Donc merci Michel, ça y est, j'ai la pression. Donc du coup, effectivement, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, et c'est toujours agréable de voir qu'une salle d'échographie est remplie à ras bord. Merci très chaleureusement à Cantel Médical de nous permettre de nous réunir, de parler d'échographie et puis d'essayer d'ouvrir un petit peu, pas que parler à des échographistes, mais à des gens éventuellement qui veulent s'y intéresser ou qui travaillent avec des échographistes pour apporter la culture générale de l'échographie. Donc le titre du symposium, c'est l'échographie à 360 degrés, et donc je vais traiter la partie pathologie vitréenne en pratique, et donc j'ai essayé de vous convaincre, si ce n'est déjà le cas, que l'échographie est probablement l'examen le plus adapté pour regarder toute l'interface vitréo-rétinienne et même dans les extrêmes périphéries. Petit rappel, donc Michel a bien rappelé les principes de l'échographie. Moi aussi, je vais rappeler quelques petits principes. Donc l'échographie, c'est une imagerie en coupe, comme l'OCT. Donc ça va vous permettre de parfaitement voir les zones de jonction, puisque on va regarder des parois. Et qui dit vitré dit hyaloïde et rétine. Donc quand vous avez une imagerie en coupe, ça vous permet de parfaitement visualiser les rapports entre ces deux parois. L'avantage de l'échographie, alors cette diapo, je la change un peu tous les ans en fonction de l'évolution des OCT. J'avais commencé avec des premiers OCT où on avait des longueurs de coupe de 6 à 7 mm. Aujourd'hui, on a des appareils à 14-20 et même le dernier 23 mm. Donc vous voyez qu'il y a une tendance à l'ouverture de la fenêtre d'examen pour l'OCT. Mais ce qui ne change pas, c'est la fenêtre d'examen antéro-postérieure. Et l'échographie, vous avez une coupe à gauche où vous pouvez visualiser le globe dans sa totalité, depuis la cornée jusqu'au pôle postérieur, et même le nerf optique dans ses portions initiales. Vous avez donc un petit peu moins de résolution en échographie. Vous avez une fenêtre qui est très large. Et surtout, ça vous permet de visualiser ces interfaces, quels que soient les troubles des milieux transparents. Vous savez donc, la seule situation clinique qui nous embête, c'est le tamponnement par silicone, par huile de silicone. Et c'est vrai que les pires des indications qu'on puisse avoir, c'est le chirurgien qui nous envoie le patient en disant « Alors, est-ce que le patient est bien à plat ?» On fait l'examen et il y a un œil qui est complètement rempli par de l'huile de silicone, en plus un tamponnement bien complet. Eh ben, c'est des petits moments de solitude. On s'en sort, mais c'est toujours compliqué. Je reprends le titre du symposium échographie à 360 degrés. Et donc, c'est un montage que j'avais réalisé il y a quelques années avec mon orthoptiste comme cobaye. Et donc, c'était pour vous illustrer que l'échographie aujourd'hui est probablement le seul examen qui, avec des modules, donc des sondes différentes, vous permet d'imager la totalité du globe oculaire. Et je pense que c'est important de le savoir parce que quand vous devez explorer un globe sur une baisse d'acuité visuelle, une hémorragie intravitréenne, un traumatisme oculaire ou d'autres indications, eh bien le seul appareil, je le redis plusieurs fois si vous n'avez pas bien compris, le seul appareil qui vous permet de regarder la totalité du globe oculaire, c'est l'échographie. Vous allez pouvoir utiliser la sonde de segment antérieur
pour regarder la totalité depuis la cornée jusqu'au cristallin et la partie chambre antérieure, chambre postérieure. Et en changeant de sonde, vous allez pouvoir utiliser donc les sondes pour le segment postérieur et les sondes de haute résolution pour le segment postérieur. Donc vous allez pouvoir chercher par exemple une indication, patient qui a une mélanose de Dubreuil, on va rechercher s'il y a un EVI ou un mélanome débutant. Si vous voulez chercher une tout petite tumeur débutante en arrière des procès ciliaires, c'est que l'échographie qui vous permettra de le voir. Ni l'imagerie ultra grand champ, ni les OCT grand champ ne permettent de le voir aujourd'hui. Alors, je remonte en image la règle d'or que vous a montré Michel Puech, c'est le gain. Et donc, on va partir d'une image ici acquise. Regardez le petit gain en haut, on est à 85 dB, décibels. Et donc, je ne change pas la coupe. La coupe, elle est déjà figée. Je vais juste augmenter le gain 95, 110. Eh bien, qu'est-ce qui apparaît? Tout simplement, vous allez avoir, en changeant le gain, la saturation de l'image. Vous voyez apparaître la hyaloïde postérieure. Donc le premier message, c'est que si vous voulez analyser le gel vitréen, donc les pathologies vitréo-rétiniennes, il faudra travailler avec un gain élevé. Parce que si je vous montre cette image sans savoir le gain, vous allez me dire qu'il s'agit d'un patient jeune avec une cavité anéchogène, donc, ou alors un patient qui a été opéré d'une vitrectomie. Donc non, il s'agit tout simplement d'une coupe qui n'est pas analysée avec le bon gain. Donc en ce qui concerne le gel vitréen, vous allez mettre le gain au maximum. Les deux règles d'or, c'est toujours être perpendiculaire à la structure, comme vous l'a montré Michel. Quand vous avez la sonde, si les faisceaux arrivent perpendiculairement, c'est là où vous allez avoir la meilleure qualité d'image et le maximum d'échogénicité. Et essayez toujours de recouper une zone d'intérêt par deux coupes perpendiculaires. Par exemple, vous avez une déchirure sur le méridien de 2 heures sur un œil droit. Eh bien, vous allez faire une coupe de méridien de 2 heures de l'œil droit, mais vous allez aussi faire une coupe en champ nasal supérieur pour recouper l'image. Et bien sûr, l'échographie, on vous montre des images, mais c'est un examen qui est cinétique. Je vais essayer de vous illustrer ça avec des vidéos. Donc, on a souvent tendance à montrer des images, mais en fait, l'échographie, c'est ça. C'est ça. On n'est pas sur une image, on est dans la vraie vie. Et donc, on a le patient sous notre sonde et on analyse. Et donc, on est en permanence en train de dire au patient, regardez en bas à droite, en bas à gauche. Donc, ce n'est pas une image, c'est une cinétique. Et la définition se fait sur de la cinétique. Donc on va commencer tout simplement en rentrant dans le vif du sujet sur le gel vitréen. Et je pense que ceux qui font déjà de l'échographie sont tout de suite interpellés par la qualité de l'image, tout simplement parce qu'on voit tous les petits détails. La cinétique n'est pas exactement comme d'habitude. Vous regardez en haut à droite, il y a marqué B25A. Il s'agit de la nouvelle sonde annulaire de la plateforme absolue de Cantel Médical. Et cette sonde a la particularité, le 5A veut dire qu'il y a 5 transducteurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un transducteur, il y en a 5. C'est le principe de la sommation du Moyen-Âge. Pas Moyen-Âge, les chevaliers. Moyen-Âge, on colle tout ça ensemble. Et donc, on va pouvoir ainsi avoir une maximum de résolution. Donc, je vous montre ça en image. On a vu le gel vitréen. On va regarder maintenant, il y a l'hyaloïde dans sa cinétique. Et donc, on voit ici parfaitement la cinétique qu'on décrit comme ample, comme libre, comme ondulatoire. Et donc, vous avez une hyaloïde qui est parfaitement détachée de la paroi. On retrouve ces petites échogénicités dans le vitré. On va aller sur de la pathologie vitréo-rétinienne. Donc ici, vous avez un patient qui a un décollement postérieur du vitré. Vous voyez parfaitement la hyaloïde. Et en fait, on a tendance à aller chercher la limite de la hyaloïde à l'endroit où ça va s'insérer au niveau de la rétine. Et donc, c'est à cet endroit-là où, en fait, on va chercher les petites tractions ou déchirures. C'est là où les déhiscents surviennent. Et donc, c'est des patients qui sont adressés parce que suspicion de DPV avec déchirure, le fond d'œil ne permet pas vraiment de voir les choses. Et donc, en échographie, on va mettre en évidence ces zones. De la même manière, ici, je vous ai illustré avec la petite particularité de cette sonde, c'est qu'il y a un petit manchon gyroscopique dessus, et donc ce qui va vous permettre de localiser en temps réel votre sonde. Donc vous n'avez plus à rajouter champ temporal supérieur. Si vous avez bien calibré votre sonde, vous allez pouvoir l'utiliser en temps réel. Et donc ici, on voit un décollement postérieur du vitré avec la hyaloïde et le petit opercule qui signe, c'est une petite déchirure à cet endroit qui s'est libérée en fait de la tache vitréo-rétinienne. On a une paroi ici. Cette vidéo est intéressante parce qu'on a les deux parois. On en a une fine, ample, mobile, la hyaloïde, mais on a une autre paroi derrière qui est plus épaisse, plus échogène, plus blanche et qui est moins mobile.
Alors si on regarde, il y a même un petit mouvement dit en ressort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des tout petits mouvements en ressort. Et vous aurez compris, on a d'un côté la hyaloïde et de l'autre côté le décollement de rétine. Donc le patient est sympa, il nous a fait les deux. Comme ça, on peut analyser les deux parois et on est sûr de ne pas se tromper. Alors, on peut aussi voir des petites anomalies périphériques, ici comme le schisis. Analyser le gel vitréen, comme sur un synchisis, sur une hémorragie intravitréenne. Ce qui est intéressant, c'est que, regardez, malgré l'hémorragie, on voit toutes les parois en arrière, la hyaloïde. Et on peut analyser ainsi des anomalies au niveau de la paroi, comme un hématome ici, compliquant une hémorragie intravitréenne et le décollement postérieur du vitré. J'accélère un petit peu. Le synchisis étincelant, donc pathologie qui touche le gel vitréen, toujours compliqué sur ces patients qui décrivent des symptomatologies de DPV. Au fond d'œil, on a du mal à les voir. En rétino, on est coincé. Et bien là, on voit parfaitement, en fait, c'est un synchisis qui a fait son DPV. On voit ce petit intervalle et il n'y a pas de déchirure, pas de traction vitréo-rétinienne. Pour terminer mon topo, pour faire du scientifique et de la rigueur scientifique, on s'est intéressé au Centre Export Vision à comparer ce que pouvait donner une sonde annulaire de dernière génération par rapport à une sonde classique. Pour ce faire, on a pris des images donc, de différentes pathologies. On a rogné les images pour qu'il n'y ait pas d'indication de la sonde avec le même gain, la même localisation, le même opérateur. Et donc, on a comparé de manière totalement aveugle avec les experts du Centre Export Vision. Et je leur ai demandé de coter tous ces items en fonction des différentes pathologies. Donc, voici les différents cas. Aviso versus absolu avec le sonde annulaire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce qui en est sorti. Ce qui en est sorti, c'est qu'il y a une très nette préférence pour la sonde annulaire, pour l'analyse du gel vitréen et de l'interface vitréo-rétinienne, parce qu'il y a un champ d'examen qui est beaucoup plus adapté au niveau du vitré, de voir les détails de l'interface vitréo-rétinienne. Et c'est très intéressant également pour des tumeurs qui sont de plus grande taille. Donc, en résumé, la plateforme absolue avec la sonde annulaire est une évolution technique très intéressante pour l'analyse du gel vitréen et des pathologies vitréo-rétiniennes. En global, pour vous rassurer, ça ne change rien dans l'utilisation de votre sonde d'échographie classique. Donc vous changez juste de sonde, mais vous faites exactement les mêmes règles d'or, perpendicularité, le gain, etc. Donc votre protocole ne change pas. Vous êtes juste bluffé par la qualité des images. Et donc, c'est un vrai plus pour analyser et le gel vitréen et les anomalies vitréo-rétiniennes périphériques. Il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois toute l'équipe de Cantel Médical, François et tous les autres pour leur confiance. Et je tiens à remercier très très chaleureusement toute l'équipe d'Export Vision qui ont permis de réaliser cette analyse comparative et que j'espère qu'on va pouvoir publier. Merci. Merci beaucoup Mathé. On va enchaîner les communications et on a un petit temps de discussion après, donc préparez vos questions. Donc Pierre Pégourier, qui travaille à côté de Grenoble et à l'hôpital de Grenoble et qui est un des cofondateurs du Stéréo, donc le club qui fait la réunion cet après-midi, donc ultra expérimenté en échographie. Donc Pierre, merci de nous traiter l'imagerie de la rétine. Merci Michel, je suis très content de vous revoir tous en présentiel. Donc les pathologies rétiniennes, en fait, vous avez vu qu'elles étaient très liées avec le vitré. On va surtout beaucoup parler de la paroi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mathé. Bien sûr que c'est une analyse d'image aussi, parce qu'on va obtenir des images en échographie. Et sur cette image, vous retrouvez ce qu'il a montré tout à l'heure, un hématome rétinien sur des néovaisseaux périphériques, avec un épaississement qui est irrégulier, qui est échogène, qui est hétérogène, avec un petit décollement de rétine sur le bord, un vitré hématique dedans, qu'on peut contrôler avec le vecteur de contrôle qui reproduit un petit peu ce que fait l'ECOA et où on voit qu'il y a un magnifique angle kappa inverse. Mais en fait, j'ai fait le choix de vous présenter que des petites images vidéo parce que l'examen, il est cinétique, effectivement. Et donc, on a un temps qui est limité. On va regarder dans le temps d'un examen normal, on va examiner 13 ou 14 patients. Donc, il faudra bien avoir l'œil, être bien concentré et essayer de repérer tout ce qu'il y a à voir à chaque fois. Donc là, on est sur une coupe transverse parce qu'on voit qu'il y a un muscle sur le côté qui est en coupe.
le droit latéral, qu'on devine le petit oblique en dessous, ici, le droit latéral là. Et puis vous avez ces deux bulles très fines, un seul écho membranaire en haute fréquence, et c'est un rétinocysis qui est double dans les deux localisations préférentielles, temporale sup et temporale inférieure. Là, vous allez avoir un vitré échogène avec une membrane au milieu et des échos aussi qui sont très présents sous cette membrane. Vous repérez en haut le nerf optique. Voilà. Cette membrane, elle plonge vers le nerf optique. Elle est échogène. En haute fréquence, elle a un aspect en double ligne. Eh bien, c'est un décollement de rétine. Vous voyez bien sa mobilité, qui est un peu tremblotante, qui faceille un petit peu comme une voile parce qu'elle est attachée aux deux bouts, alors que l'hyaloïde a un mouvement beaucoup plus ample. Vous voyez également que le liquide rétro-hyaloïdien est échogène aussi, avec une dilution hématique, alors que dans le vitré, c'est des choses dans le gel vitréen, le sang ne se mélange pas du tout, et c'est beaucoup plus hétérogène. Donc c'est un hématoglobe avec un décollement de rétine total. Beaucoup plus fin à voir, on est sur une coupe, alors là la sonde, je n'avais pas dû bien la calibrer, elle ne repère pas tout à fait bien, c'est un méridien temporal, parce que le muscle on l'aperçoit sur la longueur, donc on est sur une coupe longitudinale, vous voyez bien là c'est un muscle qui est fin, c'est le droit latéral, et à côté, donc en temporal de la papille, vous avez cette toute petite membrane hyperéchogène collée à la paroi, c'est une membrane épirétinienne prémaculaire, qui en échographie n'a pas du tout le même aspect qu'en OCT, ça paraît beaucoup plus épais. Là, vous avez de nouveau un droit latéral sur sa longueur, c'est une coupe en méridien temporal, mais c'est l'œil gauche. Le nerf optique est tout en haut, et vous avez ces deux petites surépaisseurs pariétales, un peu hyperéchogènes pour celle-ci, un peu moins évident pour l'autre. Ce sont deux névis dont l'aspect, soit en volume, soit l'aspect hyperéchogène, est rassurant. Cette fois, on tombe sur un globe qui est déformé, donc c'est un globe myope qui est staphylomateux. La coupe est en méridien au début et à la fin de la vidéo, on se retrouve avec les muscles qui sont coupés transversalement, donc sur une coupe en champ. Et vous avez une masse pariétale qui est légèrement hypoéchogène par rapport à la paroi adjacente. Mais vous avez l'impression au début de la vidéo qu'il y a presque une double bosse. Mais en fait, ça correspond ici au bord du staphylome. Quand vous passez dans l'autre plan, en coupe transverse, vous ne retrouvez pas en bas la surépaisseur du névus. Une image beaucoup plus évidente avec un beau champignon qui correspond à un mélanome, qui est très atténuant. Vous voyez qu'il y a un amincissement de la paroi qui correspond à l'excavation choroïdienne, qu'il y a une rupture de la membrane de Bruch, la tumeur a envahi vers l'avant, il y a un décollement de la rétine latéralement, et vous dites, je voudrais revenir là, vous distinguez bien un petit flux vasculaire central. Et pourtant, ces images, ce n'est pas du B25, c'est du 10 MHz. Ça veut dire que même si vous avez des appareils en 10 MHz, on peut voir quand même des belles choses. Parfois, ça devient beaucoup plus complexe avec des membranes partout, un tas d'échos, des calcifications ici qui vont donner ces cônes d'ombre, mais vous allez bien repérer au tout début de l'examen. Donc, il y a un épaississement de la paroi, vous avez vu, il y a une hémorragie du vitré. Il faut repérer au tout début de l'examen ici. Il y a un petit corps étranger qui fait une petite réflexion. C'est un anneau de tantale. C'est un patient qui a été traité pour un mélanome il y a déjà quelques temps, qui a fait toutes les complications radiques et néovasculaires possibles derrière. Autre coupe transverse, parce que vous voyez temporale, vous avez le muscle oblique inférieur ici avec son tendon et le droit latéral. Et donc en périphérie temporale, ce sont des néovaisseaux choroïdiens idiopathiques qui ont saigné, qui vous donnent ce relief irrégulier. Alors c'est moins épais que sur la photo du début. C'est parfois plus discret, mais comme l'œil est plein de sang, bien sûr, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Quand on a un double décollement épais comme celui-ci, avec une convexité très régulière, il n'y a aucun doute qu'on est face à un décollement choroïdien. Le signe le plus caractéristique, c'est ce qu'on appelle le signe de la marche, ici, qui correspond au fait que quand la choroïde est décollée, franchement, ça enlève de l'épaisseur à la paroi, ce qui n'est pas du tout évident quand on regarde un décollement de la rétine.
Il y a aussi ici une petite lame d'écollement séreux. Un peu plus fin, un peu plus délicat à voir. Coupe transverse, temporale, plutôt sur le pôle postérieur. Et vous allez observer ces petites virgules qui sont là. Il y en a 1, 2, 3, 4 au moins. Quand je me rapproche du nerf optique, ces virgules se resserrent et se recentrent et viennent vers le nerf optique. Quand je m'écarte du nerf optique, elles s'écartent, elles prennent de la distance. En fait, ce sont les arcades vasculaires temporales. On arrive très bien, pas chez tous les patients, mais très souvent, à les repérer avec la sonde 20 MHz. Des images que vous verrez de temps en temps si vous faites bien votre examen, si vous allez loin en périphérie, si vous demandez bien à votre patient de tourner l'œil pour exposer la région que vous voulez examiner. Là, vous voyez les procès ciliaires, ce qu'on appelle la pars splicata. Alors ça, on ne l'a pas dans tous les cadrans. En général, c'est dans le cadran nasal parce que votre sonde, elle peut être placée très loin sur le côté en temporal. Et quand le patient se met en abduction, vous pouvez aller très loin. Une autre image aussi, où on va très loin, vous allez voir que vous allez... Voilà, celle-ci. On a aperçu un petit peu la hyaloïde là au passage, et vous allez apercevoir quelque chose qui est très curieux, mais dans certaines conditions, chez des patients qui parfois sont un petit peu exophthalmes, on se retrouve à voir la pupille et l'iris autour. Voilà. Et la pars splicata derrière. Un épaississement global de la paroi, très diffus, avec presque une dissection de l'ensemble de la paroi, une petite ligne fine noire dans l'espace ténonien qui correspond à la ténonite, qui donne cette image de T couché avec le nerf optique. C'est une sclérite postérieure diffuse. Un tout petit peu trop vite. Donc cette sonde de 20 MHz annulaire, elle permet de visualiser aussi bien le vitré que la paroi et l'orbite, parce que nos repères pour savoir où on est dans l'œil, ce sont le nerf optique, ce sont les muscles oculaires, parce qu'elle est focalisée partout grâce à ces 5 anneaux. Là, vous avez le segment antérieur, une indentation circulaire à 360 degrés avec une éponge. C'est vraiment une sonde très agréable qui nous autorise aussi un gain de temps tout en améliorant la qualité des images partout. Donc je remercie vivement Cantel pour ces beaux échographes. Merci Pierre. Autre sujet, biométrie en mode B. Donc, je vous disais tout à l'heure, Cantel Medical est le seul fabricant à nous proposer ça. Et ça fait des années que ça dure. Et vous allez voir l'intérêt. Quand on fait une réfraction post-opératoire, quand on fait une chirurgie, on aimerait bien que la réfraction post-opératoire soit à 100% des patients plus ou moins 0,50. La réalité, c'est qu'on est souvent à 70-75% de résultats à ce niveau-là. On sait qu'une mesure importante, c'est la mesure de longueur axiale. Donc la biométrie, elle peut être faite soit en biométrie optique, soit en échographie. Et la kératométrie et la position de l'implant sont d'autres éléments. Mais là, aujourd'hui, on va se focaliser sur la longueur axiale. Avec, vous le savez maintenant, tout un tas d'appareillages qui sont vraiment pratiques courantes dans nos cabinets, dans nos centres hospitaliers, avec une très bonne précision sur la mesure de longueur axiale. Et surtout l'avantage que ce soit des appareils combo qui prennent toutes les mesures nécessaires pour le calcul d'implant. Par contre, ces appareils ont certaines limites. Il faut se méfier des mauvaises fixations parce qu'on peut avoir un bon rapport signal sur bruit. Parfois, la fixation n'est pas très bonne. Ou alors une bonne reproductibilité, mais la mesure est fausse. Il peut y avoir des erreurs de reconnaissance de la cornée. Il faut savoir que sur certains des appareils, quand la pupille est dilatée, vous avez réussi à convaincre le patient qui va se faire opérer. Vous avez fait le fond d'œil, tout va bien. Donc vous dites à votre assistante, faites-moi la biométrie. Eh bien, pupille dilatée, certains appareils ont confondu la cornée avec la cristalloïde antérieure. Et donc là, ça peut avoir certaines conséquences sur la réfraction post-opératoire. Quelques structures prérétiniennes ont bloqué un peu le faisceau. On le voit moins maintenant avec les appareils plus récents. Mais bon, ce sont les choses à savoir. Alors, les précautions pour éviter d'avoir ces écueils, c'est-à-dire mesurer toujours les deux yeux. Si vous avez fait une erreur sur un œil, l'autre œil ne sera pas forcément erroné. Comparer la réfraction des deux yeux. Et puis, former nos assistants, parce que c'est un appareil fortement délégable et fortement délégué, mais pas à n'importe qui, à mon avis.
Et puis ensuite vérifier le dossier au bloc opératoire, mais en sachant que la limite de ces appareils fantastiques, c'est que en fonction des publications et des endroits où on opère, on n'a pas de réponse sur la mesure de longueur axiale dans 7 à 14% des publications. Donc c'est un élément important et c'est là où on se dit, bon ok, on va passer au mode ultrasonore. Donc le mode ultrasonore, il a été décrit comme le mode A. Le mode A, il était fait de deux façons. Mode A de contact, donc c'est la sonde qui vient juste au contact de la cornée, avec un écueil, ce qui est que si on appuie trop sur la cornée, on peut la déformer et raccourcir la longueur axiale. Et puis ensuite, on a dit on va passer au mode immersion, c'est-à-dire que là, il faut que le patient soit allongé avec une petite cupule qu'on remplit de sérum, et là, on n'a plus le contact sur la cornée. Ce qu'on a proposé avec Olivier Bergès il y a maintenant fort longtemps, c'est de faire la biométrie en mode B, en mode A, mais guidé par l'image en B, et vous allez voir un petit peu l'évolution. Ça, c'est le mode A. On essaie de viser l'axe visuel. Parfois, on n'a pas de repère essentiel pour savoir qu'on mesure bien sur l'axe visuel. Et là, l'avantage du mode B, c'est que en utilisant cette coupe obtenue par une coupe horizontale axiale, comme je vous en parlais tout à l'heure, ça nous permet de passer par la cornée, le cristallin, le nerf optique. Et on a une réponse dans 100% des cas. C'est-à-dire que quels que soient les troubles des milieux, on arrive toujours à avoir une mesure de longueur axiale. Et ça, c'est fortement appréciable. Alors, on la pratique comme ça, tel qu'on a décrit avec Olivier. C'est le patient est en position allongée. On peut mettre du gel, de l'anesthésie, mais pas forcément. Nous, on a arrêté de mettre des colliers anesthésiques. Et ça se passe très bien avec des gels lacrymaux actuels. Paupières ouvertes. Il n'y a pas de cupule, il n'y a pas d'écarteur. On met un point de fixation au plafond. C'est-à-dire que nous, on a collé une cible au plafond. On peut le faire en mode 10 ou en mode 20 mégas. Et donc, on positionne le repère en nasal ou en temporal, ça c'est à vous de choisir, pour obtenir cette coupe horizontale axiale. Donc, il n'y a que le gel qui vient au contact de la cornée pour éviter la compression de la cornée. Donc, on est en pseudo, ce qu'on appelle une pseudo-immersion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cupule. Par contre, on n'a pas le contact avec la cornée. Et donc, on va viser l'apex de la cornée. L'axe de la sonde, c'est que cette sonde doit tomber du ciel quasiment sans aucune inclinaison. Vous la laissez tomber droite sur l'apex de la cornée. Ne pas incliner ni dans un sens ni dans l'autre pour arriver à obtenir un petit mouvement de translation que vous faites pour éclairer la cornée, le cristallin et le nerf optique. Vous retrouvez sur une image en mode B telle que ceci, avec l'appareil absolu, qui nous permet donc d'identifier d'abord le double arc de la cornée. Vous voyez ici, tac, tac. On a une petite inversion qui est due à la focalisation du faisceau. Après, vous essayez d'observer... Le ciel nous tombe sur la tête. Vous essayez d'observer la cristalloïde antérieure, vous voyez ici, compris dans la pupille, cristalloïde postérieure et le nerf optique. Et on sait que le point de fixation fait à peu près 10 à 15 degrés par rapport à la tâche aveugle sur les tracés de champ visuel. Et c'est comme ça qu'on va, sur ce vecteur qu'on appelle le vecteur A, convertir automatiquement, et ça l'appareil convertit de façon linéaire le résultat en mode A. C'est-à-dire que vous avez sur le mode B la possibilité de choisir la ligne sur laquelle vous allez mesurer et ça vous traduit, vous voyez là les deux arcs de la cornée, on les retrouve en bas, l'arc du cristallin on le retrouve exactement localisé au même endroit et comme ça vous permet de positionner ce qu'on appelle les surbrillances. Les surbrillances, c'est ce qui se rajoute au pic qui nous permettent d'identifier que les vitesses de conduction des ultrasons ne sont pas les mêmes. Et la vitesse de conduction des ultrasons qui est la plus importante, c'est dans le cristallin. Parce que cette vitesse, elle est élevée et ça chute très vite dans la chambre antérieure et dans le vitré. Et une moindre erreur sur le positionnement de ces surbrillances peut entraîner des conséquences sur la mesure de longueur axiale. Regardez ici un exemple où j'ai pris volontairement deux images en bas en mode A. Si vous n'étiez que en mode A, vous avez un problème pour dire, là on reconnaît bien la cornée, face avant du cristallin, face arrière du cristallin. Où est la vérité? Est-ce que le cristallin s'arrête sur le premier pic ou sur le deuxième pic? Alors là je dis ok, il s'arrête sur le premier pic parce que derrière je pense que c'est du vitré ou quelque chose qui est derrière. Ok, on le met là, longueur axiale 23,60. Deuxième image, je n'ai rien changé aux autres surbrillances, la surbrillance elle est là, sur le pic postérieur. Longueur axiale 23,69. Vous voyez comment on impacte. Et en général, les biomètres automatiques, malheureusement, ils s'arrêtent sur le pic le plus haut. Et donc ça, si vous avez une cataracte avec une densification dans le cristallin, vous n'allez pas mesurer jusqu'à la cristalloïde postérieure. Et donc, grâce au mode B, ça nous permet d'identifier que ici, vous avez la cornée, face avant du cristallin, face arrière du cristallin, qui est le deuxième pic, alors qu'il y avait une opacité dans le cristallin.
Ça nous permet évidemment de faire des biométries sur des globes longs en visant exactement là, on est raté parce qu'on mesure sur le nerf optique, et là on est bon parce qu'on mesure à 15 degrés par rapport au nerf optique, et vous voyez qu'on recadre la mesure. Après, un écueil, c'est paupières fermées. Nous, on le fait toujours paupières ouvertes pour récupérer la visualisation de la cornée. Si vous faites paupières fermées, c'est possible. Simplement, il faut se méfier parce qu'on a parfois du mal à repérer la face avant de la cornée. On arrive souvent à voir la face arrière de la cornée, mais pas toujours la face avant. Et donc, il peut y avoir des impacts sur la mesure de longueur axiale. Et ensuite, autre piège, c'est que la biométrie en mode B, comme je vous l'ai dit, on préfère la pratiquer en mettant des surbrillances pour identifier les segments de l'œil où il y a des conductions différentes dans les différents tissus. Par contre, si on fait cette biométrie en utilisant les calipers, c'est-à-dire les calipers, c'est pour nous permettre de mesurer une tumeur. Donc en général, la vitesse de conduction des ultrasons, elle est réglée pour ce qu'on appelle un gain tissulaire. C'est justement pour aller mesurer la paroi, un névus, un mélanome. Mais ça n'est pas une vitesse de conduction des ultrasons moyenne, et donc on fait une erreur. Vous voyez ici, donc 22,62 avec les calipers et 22,77 avec une identification claire des différents segments. L'autre avantage avec l'appareil absolu, c'est que maintenant on a la possibilité donc de prendre en série les mesures, avec la possibilité, une fois qu'on a ces mesures, de supprimer certaines qui sont aberrantes. C'est-à-dire que vous voyez là dans la colonne ignorer ou inclure, là on a laissé toutes les mesures, la moyenne va se faire ici sur toutes les valeurs. Par contre, si je considère que cette valeur-là n'est pas bonne, donc la ligne numéro 4, eh bien on coche cette ligne-là, et vous voyez que les chiffres sont rayés, et on va avoir une moyenne ici qui va se faire uniquement sur les autres mesures. Donc ça, c'est vraiment une souplesse du système qui est très utile. Et puis l'autre élément important de la biométrie en mode B, c'est de détecter, donc de faire l'examen de tout le pôle postérieur. Vous avez, dans une série qu'avait publié Maté, 2,9% de membrane épirétinienne, 1,8% de déchirure de rétine, 0,1% d'écollement de rétine et un petit mélanome retrouvé. Donc intérêt vraiment à faire un bilan complet, mesure, calcul et analyse du segment postérieur. Juste pour vous montrer l'efficacité de ce système, c'est que nous on fonctionne comme ça depuis très longtemps avec ExploreVision, et donc en fait on ne considère pas la biométrie comme étant juste un geste de biométrie, c'est un service complet qui fait toutes les mesures plus le bilan, et donc on prend les mesures avec le YOLMaster, la kératométrie automatique d'un kératomètre, la topographie cornéenne si nécessaire, la longueur axiale on la double toujours. Chez nous, toutes les mesures sont doublées, donc 2 fois la kératométrie, 2 fois la longueur axiale, et pour fiabiliser les méthodes. Et donc toujours un examen complet du segment postérieur. Sur cette étude de 1000 patients, où on a recueilli les résultats post-opératoires, on a scindé cet élément-là en 2 groupes. Il y a le groupe 1, où on a réussi à avoir les 2 mesures, YOLMaster et mode B. Et ensuite, il y a le groupe numéro 2 où on a eu que le mode B puisque ça ne passait pas en YOLMaster. Et bien sur le groupe où on avait les mesures sur les 2 systèmes, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence significative sur la mesure de longueur axiale. Sur le groupe 2, on a là pris comme repère le résultat post-opératoire. Et bien quand on a une mesure de longueur axiale uniquement par le mode B, vous voyez qu'on arrive dans les chiffres classiques de 77% de patients à plus ou moins 0,50. Donc on n'a vraiment pas de différence quand on est un petit peu aguerri à la biométrie en mode B, et ça je vous incite fortement à vous y mettre, parce que si vous avez une sonde d'échographie, ça rend service vraiment à tous vos collègues qui, lorsque ça ne passe pas, ne sont plus habitués à faire du mode A, puisqu'on pratique quasiment plus, et donc là vous êtes mauvais en mode A lorsqu'il faut convertir. Voilà, donc les limites de la biométrie optique, c'est l'apanage de la biométrie par ultrason. On passe en mode B parce que c'est plus précis en étant guidé par l'image. On a 100% de mesure. Et puis l'exploration du segment postérieur, vous voyez, c'est vraiment essentiel, avec donc pas de différence significative dans des mains de gens qui pratiquent la biométrie en mode B régulièrement, mais ça vous laisse beaucoup de marge et d'espoir pour continuer dans cette direction-là. Je vous remercie. Alors, la dernière présentation par Paulina Astreuse. Paulina Astreuse qui nous rejoint à ExploreVision, qui s'est mis à l'échographie de façon très très efficace depuis maintenant plusieurs années. Et donc, il va vous présenter l'analyse par UBM de l'angle iridocornéen. Paulina, toi.
Merci Michel et merci aux organisateurs à Cantel Médical pour l'invitation. Je suis ravie d'être là parmi vous et je vais vous présenter donc l'analyse de l'angle iridocornéen par échographie UBM. Donc, les différentes méthodes d'analyse de l'angle iridocornéen passent par l'analyse optique, donc tout simplement la gonioscopie manuelle que nous pouvons réaliser à l'examen clinique, mais aussi automatisée, les photographies de l'angle iridocornéen à la lampe à fente ou en digital, et l'OCT du segment antérieur qui nous est désormais très utile aussi. Mais l'échographie garde une place très importante, et donc on a deux différents types de technologies, Artemis ArcScan ou l'UBM, qui a été décrit depuis les années 90 comme un outil indispensable pour l'analyse de l'angle iridocornéen par le docteur Pavlin. Donc les principes techniques, je vais passer un peu rapidement car mes collègues en ont déjà beaucoup parlé. Donc les différents types de sondes qui sont utilisées selon la localisation de la lésion que vous voulez analyser. Donc la sonde à haute fréquence permet l'analyse du segment antérieur parce que la pénétration est faible et nous permet de voir à 10 à 12 mm de profondeur. Donc l'incidence du faisceau est importante, il faut être perpendiculaire à la lésion et donc la fréquence aussi pour choisir la bonne fréquence selon la profondeur de la lésion. Donc au total, c'est l'image de Matthes-Tréault qui nous permet de voir la totalité de l'œil. Nous allons passer maintenant aux différents types de scans en UBM. Donc vous avez des scans sectoriels comme pour la machine Cinescan, des scans arciformes, comme pour Artemis, et les scans linéaires, comme pour Absolu de Cantel Médical. En pratique, l'UBM est soit manuel, soit par acquisition automatique. En manuel, il y a différents types de sondes que nous pouvons utiliser, et la technique d'examen peut être sans contact en immersion, donc vous pouvez voir le docteur Tréault en train de réaliser parfaitement un examen, ou en mode contact avec les embouts ClearScan. L'œil ouvert, l'examen est complètement indolore. Il est bien sûr opérateur dépendant, c'est pour ça que la technique est très importante à faire. Et l'examen peut être dynamique, ce qui est indispensable et qui est très spécifique à l'UBM. C'est-à-dire que vous pouvez faire une analyse photopique, mais aussi scotopique, ce qui vous donnera des informations aussi très différentes et importantes à analyser. Vous pouvez le faire sans contact avec l'embout et donc en pseudo-immersion avec le gel, ou avec contact avec l'embout ClearScan qui va être au contact de la cornée. Donc les coupes sont soit en méridien aussi, comme pour le segment postérieur. Donc elle est perpendiculaire au limbe et en général on fait 3h, 6h, 9h midi pour l'analyse de l'angle iridocornéen. Et bien sûr sur le méridien de la lésion que vous voulez analyser. Et toujours une coupe transversale aussi, donc parallèle au limbe. Nous allons passer aux images. Donc pour l'analyse de l'angle iridocornéen, vous pouvez faire la mesure de la profondeur de la chambre antérieure ainsi que la mesure du facteur cristallinien qui sont indispensables. Désormais, pour ces mesures, nous sommes aussi très aidés par l'OCT du segment antérieur qui nous permet aussi de faire des mesures automatisées. Cependant, l'analyse de l'angle iridocornéen est très importante en UBM car il nous permet de bien voir justement cet angle, la localisation de l'insertion irienne, la recherche d'un bombement de l'iris ou une inversion de la courbure de l'iris à l'inverse, la position des procès ciliaires, qui n'est absolument pas visible donc en OCT du segment antérieur, et enfin l'examen dynamique en scotopique et photopique. Donc voici des exemples d'analyse d'un angle iridocornéen ouvert. Donc voici un patient qui avait un angle étroit, mais sur tous les méridiens, l'angle iridocornéen est ouvert. Voici un autre exemple de maladie de Marfan, où l'angle est très largement ouvert, avec une subluxation cristallinienne en temporale bilatérale. Et en OCT du segment antérieur, nous pouvons analyser, nous pouvons voir cette subluxation cristallinienne. Cependant, l'analyse de l'angle iridocornéen est moins précise et surtout, nous ne pouvons pas voir en OCT du segment antérieur qu'il y a une absence de fibres sonnulaires et aussi une hypotrophie, voire une atrophie des procès et des corps ciliaires. Voici un autre exemple. Donc, c'est une inversion de la courbure de l'iris qui prédispose au syndrome de dispersion pigmentaire, que nous pouvons aussi voir en OCT du segment antérieur, mais il y a une meilleure visualisation de l'angle des procès ciliaires en UBM. Nous allons passer aux fermetures primitives de l'angle iridocornéen. Donc, voici un patient avec une insertion très antérieure de l'iris, avec un angle iridocornéen fermé sur plus de la moitié des méridiens, qui a donc bénéficié d'une iridotomie périphérique. Sur les images, vous avez la coupe méridien
et la coupe transversale. Sur les deux images, l'iridotomie est bien transfixiante, ce qui a permis de rouvrir cet angle iridocornéen. Donc voici une image avant et une image après. Nous ne changeons pas l'anatomie de l'œil du patient, donc l'angle restera étroit par insertion antérieure de la racine de l'iris. Ce qui est important, c'est que l'angle s'est rouvert et que ça le protège du risque de glaucome aigu par fermeture de l'angle. Les fermetures secondaires de l'angle iridocornéen. Donc voici des synéchies angulaires, donc cette image d'iris très rectiligne avec une fin très perpendiculaire à la cornée qui signe ces synéchies donc iridocornéennes, ici dans un cas de suspicion de AS syndrome. Voici un patient qui avait été opéré de cataracte congénitale quand il était bébé et qui a développé des kystes iriens suite à cette chirurgie, qui était à l'origine d'une fermeture secondaire de l'angle iridocornéen au regard de ces kystes. Voici des images de mélanome de l'iris au niveau de l'angle iridocornéen et un mélanome ciliaire avec une extension au niveau de la conjonctive. Donc vous voyez une image très large, très hypoéchogène, avec envahissement du procès ciliaire, ce qui est un moins bon facteur pronostic pour ce type de lésion. Et l'extension, bien sûr, en sous-conjonctivale. L'analyse de l'angle est indispensable quand il y a un trouble de milieu. Donc, par exemple, cette patiente qui avait une chirurgie d'implant irien et qui a malheureusement eu un IFEMA dans les suites. Donc, l'UBM nous permet de voir l'angle, mais aussi et surtout la position de cet implant, qui est parfois au niveau justement de cet angle iridocornéen. Il y a un IFEMA total au niveau de la cornée, mais aussi en arrière de l'iris. Voici l'autre œil où nous pouvons mieux visualiser cet implant. Par contre, cette tête de segment antérieur est très gênée par la présence de sang et ne nous permet absolument pas l'analyse ni de l'implant, ni de l'angle iridocornéen, ni du cristal. Aussi, dans le cas de traumatisme, l'UBM peut se montrer indispensable. Et voici un cas non seulement de récession, mais de iridodialyse, très importante. Parfois, il y a des décollements aussi ciliocoroïdiens très importants. Et voici un cas après chirurgie de cataracte qui a malheureusement fait une hémorragie expulsive avec un hématome choroïdien majeur qui est responsable d'une fermeture de l'angle sur 360 degrés. Donc en conclusion, la sonde UBM garde complètement sa place dans l'analyse de l'angle iridocornéen car il permet une meilleure analyse de cet angle des procès ciliaires et qui est indispensable notamment dans le cadre des troubles des milieux où c'est le seul examen qui permet de bien analyser la chambre antérieure. La technique examen est avec ou sans contact, dans tous les cas indolore, et une analyse dynamique est indispensable car l'angle iridocornéen se ferme surtout en scotopique, donc quand on analyse une fermeture primitive de l'angle, on va se mettre en scotopique, alors qu'à l'inverse, l'inversion de la courbe de l'iris dans les syndromes de dispersion pigmentaire, on va se mettre plutôt en condition photopique. L'intérêt est donc diagnostique et de surveillance. Et je vous remercie pour votre attention et je remercie tous mes collègues. Merci beaucoup. On n'arrive pas tout à fait à la fin parce que maintenant il faut que vous posiez des questions. Donc à vous. Est-ce que vous avez tout compris? A priori oui. Alors il n'y en a pas qui ont dit non. Oui, une question. Mieux visualiser la position des corps ciliaires. Paulina, tu veux répondre? Paulina, une question. Comment mieux visualiser la position des procès ciliaires? Comment mieux visualiser? La position des procès ciliaires. Donc les procès ciliaires, ils sont en arrière de l'iris. Il faut se mettre, c'est toujours les mêmes techniques en échographie, se mettre perpendiculaire. Donc en son d'UBM, on se met, si on veut analyser en nasal, on va se mettre au nasal. C'est pas comme en rétine, on doit se mettre à l'opposé. On se met bien perpendiculaire à la lésion. Et pour voir s'il y a une position antérieure, il faut tracer un trait imaginaire perpendiculaire du coup à la ligne sclérale, sclérocornéenne. Donc un trait perpendiculaire, s'il y a 2/3 des procès ciliaires qui sont en avant de cette ligne imaginaire, il y a une position antérieure. Il y a un mécanisme d'iris plateau quand il n'y a plus de sulcus entre les procès ciliaires et il y a une fermeture de l'angle en regard. Et il y a après un syndrome d'iris plateau quand cela résiste à l'iridotomie périphérique. Oui, une autre question? Attends, parle dans le micro comme ça.
Bonjour, c'est essentiellement pour savoir vos comptes rendus d'UBM. Vous les articulez comment? C'est-à-dire, est-ce que vous dites que l'angle est ouvert dans les 4 cadrans ou fermé dans les 4 cadrans? Est-ce que vous faites utiliser la OD 500 ou 700 et vous le spécifiez bien dans vos comptes rendus? Comment vous les articulez exactement? Merci beaucoup. Paulina, tu veux répondre? C'était ton sujet. Donc, ce qui est important dans l'analyse de l'angle irido-cornéen, c'est le risque de fermeture de l'angle et le risque de glaucome aigu. Donc, ce qui est important, c'est de savoir quel pourcentage d'angle est fermé. Et donc, s'il y a plus de la moitié de l'angle irido-cornéen qui sont fermés, il y a un risque important de glaucome aigu. Et donc là, on va indiquer une iridotomie périphérique. Donc, en gonioscopie, on parle de 270 degrés à peu près de fermeture pour indiquer l'iridotomie sans aucune arrière-pensée. Et avant, on peut voir l'évolution selon les autres facteurs. Donc, en effet, en échographie, s'il y a plus de la moitié, donc ce qui correspond déjà à 3 méridiens, on va indiquer une iridotomie. Et encore plus si la plupart sont fermés. Après, peu importe à quel degré ils sont fermés, c'est surtout si c'est fermé ou si c'est ouvert. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc le risque, c'est qu'il reste seulement un méridien légèrement ouvert. Là, vous avez à tout moment, ça pourrait se fermer sous effet d'un pharmacologique. Imaginez votre patient, il a un accident, il va faire une anesthésie générale. Il peut avoir malheureusement des fermetures de l'angle sous l'action d'un facteur externe ou par l'évolution tout simplement du facteur cristallinien qui va continuer à évoluer. Et c'est surtout l'intérêt de faire ce qu'on nous on pratique depuis très longtemps, c'est au moins 4 images. Les méridiens principaux, c'est-à-dire midi, 6h, 3h, 9h. Parce qu'il y a trop de publications qui vous disent « Ah oui, mais moi, en matière d'iris plateau, je fais sauter le cristallin, ou moi je fais ça, moi je fais ci. » Sauf qu'ils te montrent qu'un méridien, celui qui est facile à acquérir en OCT, c'est celui qui est sur 3h ou 9h. Et si tu as les deux autres qui sont ouverts, ça ne servait pas à grand-chose. Une autre question? Ouais. Dans le cadre de l'utilisation des implants FAC, est-ce que vous avez fait des études comparatives OCT-UBM sur 2 éléments, la profondeur de chambre antérieure et le fameux sulcus to sulcus? Alors, les implants FAC reviennent un peu à la mode avec, oui, les implants FAC de chambre postérieure. Le piège des implants FAC de chambre postérieure, c'est que les fabricants vous disent que pour le dimensionner, il faut prendre la distance de blanc à blanc. Or, de façon anatomique, la distance de blanc à blanc est en général corrélée au sulcus, mais pas toujours. Et nous, on le voit, la variabilité d'un angle, c'est impressionnant. D'un patient à l'autre, c'est vraiment un gros problème. Et donc, l'idéal serait quand même de mesurer le sulcus à sulcus pour les patients qu'on va implanter en chambre postérieure. En pratique courante, c'est pas fait. Mais je t'explique un cas qui m'est arrivé. C'est implant de chambre postérieure, donc FAC, et puis optique décentrée. Donc, optique décentrée, je dis bon, on va aller voir. Donc, on nous l'adresse pour échographie. Et là, on regarde la position de l'optique. Elle était vraiment décentrée par rapport à la pupille. Et quand tu regardes la position des pieds derrière, en vérité, tu avais une position antérieure des procès ciliaires, avec un pied qui était repoussé par le procès ciliaire et l'autre pied qui était pris en sandwich entre l'iris et le procès ciliaire. Donc, en fait, en voyant ça, je me suis dit, bon, l'iris plateau, il n'est peut-être pas l'apanage que des globes courts. Et donc j'ai regardé une grosse série de patients myopes qui étaient adressés pour autre chose. Et on s'est aperçu que dans cette série, il y avait 14% des patients myopes qui ont une position antérieure des procès ciliaires. Et donc c'est là le piège. Donc a priori, s'il y avait des échographistes sur tous les sites de chirurgie réfractive, il vaudrait mieux pour un implant de chambre postérieure faire un sulcus à sulcus, mais surtout vérifier la position des procès ciliaires. Et là, l'implant que vous a montré Paulina, c'est un implant pour changer la couleur des yeux. Alors là, c'est pareil. Là, il y a des surdimensionnements qui sont terribles. Et en général, ça te détruit le trabéculum sur 360 degrés et ça fait saigner. C'est un implant esthétique. Bonjour. Oui, pardon. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, à partir de quelle mesure de la flèche cristallinienne il y a un risque d'avoir un blocage pupillaire par phacomorphisme chez un hémétrope. Paulina, c'est ton sujet, c'est toi c'est la star. Donc, la question, c'était le risque de fermeture sur un phacomorphisme. La flèche cristallinienne. On considère que la flèche cristallinienne commence à devenir très importante à partir de 900 microns. Bien sûr, ce n'est pas une barrière où avant il n'y en a pas et après il y en a. C'est adapté à chaque patient, à la taille de chaque œil et surtout à l'analyse de l'angle irido-cornéen. Mais à partir de 900 microns, elle est vraiment très très importante. Oui. En fait, sur une grande série, on a regardé, nous, les patients qui nous sont adressés, ils sont adressés pour un angle étroit par un autre ophtalmologiste. Parce que nous, on ne consulte pas et on n'opère plus.
et on se consacre que à l'exploration et au traitement qui ne nécessite pas de bloc opératoire. Donc, sur la série des patients qui nous sont adressés, c'est pas la population générale, c'est une population de patients ciblés. Eh bien, la moyenne de la flèche cristallinienne chez ces patients, c'était 680 microns. Donc, on considère que quand tu es inférieur à cette moyenne, le facteur cristallin ne doit pas être très important. Par contre, dès que tu montes à 700 ou 800, comme dit Paulina, tu commences à avoir un facteur qui est notable. Mais tu as des patients qui sont à 1000, 1100, 1200 microns de flèche cristallinienne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une association fréquente Entre phacomorphisme et configuration iris plateau. Je sais pas, on a l'impression. Non, on voit tout. Non, on voit vraiment tout. On voit des iris plateaux avec pas de facteur cristallin. C'est là où ma remarque de tout à l'heure était importante. C'est que quand des publications, on vous dit « Ah oui, mais moi, iris plateau, je fais sauter le cristallin ». Si tu fais sauter le cristallin alors qu'il a 300 microns de flèche cristallinienne, bah, tu lui rends un peu service, mais tu pouvais lui laisser le cristallin, quoi. Michel, juste un petit complément sur la remarque de monsieur est très importante. C'est quand vous avez une grosse flèche cristallinienne, un gros cristallin tumescent, en général, ça a tendance à faire une bascule antérieure. Et ça, attention à ne pas confondre avec une anatomie ou un mécanisme d'iris plateau. Ça, c'est très important. Quand on voit des flèches cristallines à 1002, 1003, moi, mon record, c'est 1009. Et ben là, je peux vous dire que tout est basculé en avant. Et une fois que vous les opérez, ça se remet bien comme il faut. Donc, un petit distinguo là-dessus. Bon, on va peut-être rendre la salle parce que les timings assez faux. Alors, on vous redit le stéréo tout à l'heure, 15h, salle 243. Et puis, pour ceux qui veulent faire du glaucome, et puis voilà, ceux qui veulent venir au congrès, préparez-vous. Et merci encore à Cantel Médical de vous avoir mobilisé et de pouvoir partager nos connaissances en échographie. À bientôt.